Consultant, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Mercredi 27 septembre 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Les partis politiques membres de l'opposition républicaine appellent leurs militants et sympathisants à se mobiliser ce mercredi donc pour accompagner à leur dernière demeure les deux victimes de la dernière marche, selon le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Ibrahima Chérif Ba. Tous les deux ont été abattus par balle, l'un devant son atelier et l'autre devant sa concession. Et là, Selou Dalen Diallo sera donc en direct dans cette émission tout à l'heure pour nous dire comment ces obsèques vont se dérouler. Et puis nous appellerons Dr Faya Milimono, il est le président du parti Bloc libéral avec qui on va échanger sur le nouveau chronogramme publié par la CENI, chronogramme qui a été publié à l'issue de 3 jours de travaux et tenu ici même à Conakry. 28 septembre, date désormais à double signification ou double casquette en Guinée. Demain, jeudi 28 septembre 2017, des Guinéens aux États-Unis dans la coalition pour la justice et la démocratie vont commémorer cette date avec une marche devant l'ambassade de Guinée à New York. Et pour en savoir davantage sur cette manifestation, Abdoulaye Baldé sera tout à l'heure aussi en direct dans cette émission. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubakar Kondé, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Et comme invité ce matin ici dans ce studio, sur ce plateau, Ibrahima Dr Yatara, il est analyste politique. Avec lui, nous allons parler bien entendu de ce chronogramme lié à la tenue des élections locales. On abordera le cadre de financement paraphé entre la Guinée et la Chine. Le montant total, c'est 20 milliards de dollars américains. On abordera aussi ces séries de crises sociales dans les zones minières. Ibrahima Dr Yatara, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour les aimables téléspectateurs de la télévision TATV. Daouda Mohamed Kamara, on parle de ces obsèques des deux victimes de l'opposition républicaine. Hier, on en parlait avec le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Aujourd'hui, les deux victimes vont être enterrées. Oui, effectivement, hier on en parlait et on exprimait déjà notre inquiétude par rapport à ce que cette route encore va connaître aujourd'hui. Oui. Notamment, les élèves ne pourront pas aller à l'école parce que déjà, même si on dit que l'enterrement est prévu pour 14 heures, il peut arriver que les élèves aient peur ou les parents aient peur de laisser les enfants aller à l'école parce que certes, l'enterrement est prévu à 14 heures, mais déjà depuis ce matin, il faut le rappeler que cette autoroute, le Prince, est évitée par beaucoup de citoyens guinéens, oui, parce qu'on estime déjà que les violences peuvent commencer parce que les jours avant, même hier, il y a eu des messages qui ont été véhiculés de porte à porte dans, oui, certains quartiers de cet axe, et pour inviter les militants et sympathisants à se mobiliser fortement aujourd'hui pour prendre part à cet enterrement. Oui. Et un peu cette inquiétude, on l'a exprimée. Et l'autre inquiétude qu'on a aussi, c'est qu'est-ce qui va suivre cet enterrement, parce qu'on a quand même cette expérience quand l'enterrement finit, soit avec les corps, il y a des accrochages entre les militants et sympathisants et les forces de l'ordre, soit juste après l'enterrement, il y a des violences qui éclatent parce qu'on a plusieurs fois couvert ces enterrements et ces manifestations. Après l'enterrement, déjà devant le cimetière, on assiste aux jets de pierre, on assiste aux actes de vandalisme et autres. Donc aujourd'hui, je crois, si on doit aller accompagner à leur dernière demeure ces
des victimes. Moi, je ne suis pas de l'opposition, mais j'inviterai quand même les militants à s'abstenir de toute violence, parce que si on va pour enterrer quelqu'un, c'est pour prier quand même que la personne repose en paix. Mais si du coup après son enterrement on assiste à des actes de violence, à des actes de vandalisme, je me demande bien comment celui qu'on a accompagné à sa dernière demeure peut vraiment se reposer en paix. Et ça conduit encore à d'autres actes de violence et qui conduisent parfois à des morts. Donc pour éviter qu'on soit tout le temps dans la rue, tout le temps de l'hôpital ou de la morgue au cimetière, le mieux c'est parfois de s'abstenir de tout acte de violence. Et on sait que les violences ont toujours des conséquences. Les violences ont toujours des conséquences. On tente d'appeler donc le chef de file de l'opposition et président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, pour qu'il nous dise comment ces obsèques vont se dérouler. Mais déjà, Daouda l'a dit tout à l'heure, la peur dans le ventre dans plusieurs endroits. Sur l'autoroute, la route Le Prince, on commence déjà à éviter ce tronçon, puisque c'est très compliqué quand il y a une telle situation. Mais l'autre aspect, c'est bien du côté du ministère de la Justice. On dit souvent que des enquêtes sont ouvertes, mais jamais elles ne sont pas closes. Oui, on a posé cette question, on a exprimé aussi cette préoccupation. C'est que la réponse qui nous est le plus souvent donnée, on a vu par exemple avec le ministre de la Justice lui-même, le plus souvent il intervient là-dessus pour dire que les enquêtes sont ouvertes. Mais depuis des années, on enregistre. L'opposition comptabilise aujourd'hui plus de 80 victimes, et au même moment la justice continue à promettre que effectivement les enquêtes vont se poursuivre, on va inquiéter les personnes qui seront impliquées dans cette affaire. Mais puisqu'on nous dit également que dans un processus judiciaire, il y a toujours, la procédure elle est parfois longue, mais si déjà il y a quelques premiers éléments qui peuvent rassurer les plaignants, qui peuvent rassurer l'opposition par exemple, je crois qu'il faut le faire. Mais si on doit toujours rester, on dit c'est ouvert, c'est pas refermé, ça amène quand même à s'inquiéter beaucoup. Mais le porte-parole même du gouvernement hier, il a dit qu'on ne peut pas ouvrir du coup et refermer, parce que il y a, quand la foule est là, on se pose beaucoup de questions de savoir qui peut être vraiment derrière cet assassinat. Est-ce que un agent des forces de l'ordre, est-ce que même un intrus, un infiltré, ou bien un manifestant même? Donc ce sont des questions qui se posent. Mais si la justice faisait bien son travail en mettant une batterie en place pour rechercher, ça pouvait de toute façon rassurer quand même l'opposition. Voilà, on l'a annoncé, il est déjà en ligne, Dr Faya Milimono, il est le président du bloc libéral BLN abrégé, avec qui on va parler bien entendu de ce projet de chronogramme publié par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. La date du scrutin proprement dite est prévue le 4 février 2017. Dr Faya Milimono, bonjour. Oui, bonjour, M. Condé. Je dis bonjour à toute l'équipe de TATV. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On parle de ce chronogramme. Ces élections ont été sans cesse annoncées, sans cesse programmées, sans cesse différées. Maintenant, on a une nouvelle date. Comment vous l'avez accueilli? Bon, comme nous avons accueilli les dates précédentes, avec quelques scepticisme. Avec beaucoup de pessimisme. Oui, parce que vous savez, on a l'habitude d'entendre des dates, mais qui passent sans même qu'on se rende compte que cette date avait été fixée pour l'organisation d'un scrutin. Cette fois, nous espérons que le président de la République va valider cette date en appelant le corps électoral aux urnes, ce qui va supposer ou présupposer que le président de la République et son gouvernement vont mettre tout en œuvre pour mettre sur la table les 350 milliards demandés par la CENI pour l'organisation de ces élections. À date,
Ce que nous voyons dans les lignes de notre budget, donc la version rectificative qui vient d'être adoptée par l'Assemblée, il n'est prévu que 115 milliards, dont 90 de disponibles maintenant. Alors, il faut donc espérer que les élections aient lieu effectivement le 4, mais on ne peut pas s'empêcher d'exprimer des inquiétudes quant à la possibilité qu'elles ne se tiennent pas également à cette date. On ne peut pas tout de suite crier victoire, mais est-ce que malgré cette volonté politique exprimée par le gouvernement, par le président de la République lui-même, à mettre à disposition le montant demandé par la CENI, déjà vous l'avez rappelé, 90 milliards disponibles décaissables maintenant avec seulement les justifs, est-ce que tout cela ne doit pas aujourd'hui rassurer l'opposition ou les acteurs politiques dans leur ensemble? C'est un motif, c'est un motif d'avoir tendance à être rassuré. Mais comme vous le savez, par le passé aussi, la CENI a eu quelques sommes d'argent qui ont permis quelques mouvements et donc quelques opérations ont été engagées. Mais ça a été finalement peine perdue parce que les fonds qui ont été utilisés pour faire des formations d'agents, rien de tout cela n'a abouti. C'est comme si on avait jeté l'argent du peuple par la fenêtre. Nous craignons tout cela. En fait, ce qui fait le scepticisme des gens, c'est que on n'est pas à la première expérience d'être devant une date ou devant une annonce que l'argent sera disponible ou qu'il y a une volonté au niveau du président. Ce que les Guinéens attendraient, c'est beaucoup plus des actes aujourd'hui. C'est beaucoup plus des actes que l'expression d'une volonté. Ouais, beaucoup plus des actes. Est-ce que ces actes sont aujourd'hui traduits par un chronogramme qui est établi? Les travaux commencent, les 120 jours commencent à courir à partir du 7 octobre prochain, mais déjà, il y a beaucoup d'actes, beaucoup d'activités qui sont engagées, qui sont d'ailleurs paraphées dans ce même chronogramme qui ont commencé depuis le 15 septembre, par exemple. Oui, là, il faut dire que la CENI, même si elle n'a pas fondamentalement changé, ce qui a changé à la CENI, c'est la tête, c'est-à-dire M. Fofana. Si cette CENI travaille à la satisfaction des Guinéens, eh bien, il faut dire que le problème était M. Bakary Fofana. Mais nous attendons de voir des actes posés. Pour l'instant, nous sommes quelque peu rassurés par la volonté du président actuel de faire porter toute la transparence nécessaire des actes que va poser désormais la CENI. Donc, sur ce plan-là, nous sommes en train de suivre avec le plus grand intérêt et nous pouvons rassurer la CENI que aussi longtemps que la transparence, une préoccupation de transparence caractérise les commissaires, eh bien, on peut nous compter parmi les partenaires pour continuer ce processus jusqu'à terme. Parce qu'au bout, il s'agit, n'est-ce pas, de la sécurité des Guinéens, de la paix en de Guinée, dont il est question. Dont il est question, vous le dites, et quand on parle de volonté politique, beaucoup résument cette volonté au gouvernement ou au président de la République, à la CENI, mais de l'autre côté, votre volonté politique aussi est sollicitée. Si vous n'êtes pas engagé comme la CENI l'est aujourd'hui, le président l'est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que de leur côté seulement, les choses peuvent aboutir? Non, ça je suis d'accord que c'est tout le monde qui doit y participer pour que ces élections se tiennent de manière apaisée. C'est pour cette raison, au nom du Bloc libéral, je vous le dis tout de suite, que ce que nous avons commencé à observer du côté de la CENI, si ça se renforce, si ça se matérialise, il n'y a pas de raison que nous ne participions pas de manière pleine et entière, n'est-ce pas, au processus pour arriver au choix, n'est-ce pas, des gouvernants au niveau local. Parce que nous parlons de démocratie. Aujourd'hui, elle ne se vit pas à la base. Nous avons des gens qui n'ont aucune légitimité, qui gouvernent, n'est-ce pas, nos municipalités, et nous vivons des problèmes sérieux dans ces municipalités-là. Alors, il faut que cette réalité change, et nous avons toute la volonté d'accompagner la chose lorsque nous voyons que la volonté exprimée par la CENI se concrétise sur le terrain. D'ailleurs, est-ce que le Bloc libéral va compétir?
Mais bien entendu, ça, je peux vous assurer que nous promettons aux Guinéens une autre surprise, parce que, comme vous le savez, le bloc libéral a toujours surpris les Guinéens. Ah bon? Et les surprises négativement, vont continuer. Hein? Non, pas négativement, M. Condé. Allez-y. Non, mais il faut rappeler quelques surprises. D'accord. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que nous soyons un parti légalisé. Nous l'avons été. Ça a surpris beaucoup de personnes. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce que nous dépassions même Koya pour implanter le parti. Quand on nous a entendus sur les montagnes du Kouta et dans les forêts profondes, eh bien, ils ont commencé à être étonnés. Quand nous avons été candidats, les gens ont été surpris. Quand nous avons été quatrième, les gens ont été surpris. Mais ils continueront à vivre les surprises jusqu'au jour où nous allons prêter serment, n'est-ce pas, pour diriger ce pays, réunir les Guinéens, chasser complètement l'ethnocentrisme dans ce pays, le népotisme, pour que tous les Guinéens, ensemble, dans la conscience, construisent ce pays à un potentiel qu'on ne peut même pas commenter, tellement le potentiel est grand. Une population jeune qui se meurt, hein, les ressources naturelles, elles sont abondantes, etc., etc. Donc, nous allons surprendre encore positivement les Guinéens à l'issue du scrutin prochain. Comme ça s'appelle le wait and see. L'autre question, c'est que vous écoutez dans les interventions les acteurs politiques dans leur, de l'opposition surtout, on vous voit en déphasage parfois avec vos militants à la base. Lorsque vous vous exprimez, parfois l'optimisme que oui, effectivement, nous comptons aller vraiment à ces élections avec la date qui nous est donnée, vos militants se précipite du coup pour dire que les élections n'auront pas lieu encore en février. Est-ce que vous travaillez dans le sens de vous mettre en phase avec vos militants? Écoutez, le fait que nos militants soient quelque peu pessimistes, ça se comprend. C'est parce que, comme je viens de le rappeler, on n'est pas à la première date fixée qui n'aura pas été respectée. Il y a eu tellement de dates pour les élections en République de Guinée qui ont été royalement ignorées par après, que l'on comprend le pessimisme, n'est-ce pas, des militants. Mais en même temps, il faut toujours garder l'espoir. Parce que quand on perd l'espoir, eh bien la vie s'arrête. En tant que leader de ces partis politiques, c'est notre devoir, n'est-ce pas, de rappeler à nos militants également que eh bien, la vie est possible. Hein? Ce n'est pas parce que nous avons connu par le passé des rendez-vous manqués que cet autre-là aussi sera manqué. Nous devons tous nous donner les mains et travailler à l'organisation de ces élections-là, effectivement, le 4 comme prévu. Pendant ce temps, l'opposition républicaine, les partis membres appellent à une mobilisation pour enterrer les deux victimes de la dernière marche. Vous y serez? Non, en fait, je suis actuellement sur un dossier, je ne suis même pas complètement à Conakry, mais je crois que les deux compatriotes qui ont trouvé la mort lors de la dernière manifestation méritent bien que leur mémoire soit honorée. Je comprends donc pourquoi l'opposition républicaine a demandé à l'ensemble, n'est-ce pas, des Guinéens à accompagner, n'est-ce pas, à leur dernière demeure, nos deux compatriotes qui ont été tués. Même si Dr Faya n'est pas à Conakry, le bloc libéral se fera de toute façon représenter à cet enterrement. Non, je ne crois pas parce qu'on n'avait pas discuté de cela avant effectivement que moi-même je sois en déplacement parce que actuellement, il faut le dire, nous ne sommes pas en train de participer aux activités de l'opposition républicaine. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas la justesse des actes, n'est-ce pas, que peut opposer parfois les acteurs de l'opposition républicaine. Docteur Faya Milimono, président du bloc libéral, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie et je dis bonjour à tout le monde. Merci. On parlait. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Daouda Mohamed Kamara, on parle des obsèques de ces deux victimes. Est-ce qu'il est maintenant en ligne? De toutes les façons, Dr Faya Milimono et le bloc libéral ne seront pas là, même si, quelque part, il
à distance, ils compatissent. Oui, effectivement, c'était juste pour savoir si les lignes ont bougé désormais entre le bloc libéral et l'opposition républicaine. Mais on sait que depuis un certain temps, le bloc libéral ne prend pas part aux différentes activités de l'opposition républicaine, aux plénières et aux manifestations, même si cela aussi envoie à une sorte de division au sein du parti, parce qu'il y a une partie qui est pour la prise de part aux activités de l'opposition républicaine, une partie qui dit qu'il faut que la décision soit prise de façon consensuelle au sein du parti lui-même. Mais de toute façon, le bloc libéral souhaite que les deux compatriotes qui ont perdu la vie, un hommage leur soit rendu, que leur mémoire soit honorée. Donc on ne verra pas le bloc libéral à l'enterrement, mais de cœur, le bloc libéral avec. Voilà qui a bien dit. On tente d'avoir, et là j'essaie le d'Alain Diallo. Pour le moment, ça ne passe pas. Certainement d'ici la fin de l'émission, nous allons l'appeler pour qu'il nous dise comment ces obsèques vont se dérouler déjà. Ce qu'on peut dire, hier, les communiqués sont passés dans plusieurs endroits, notamment à Madina, à Wanindara, à la cimenterie, un peu partout dans la commune de Ratoma, pour qu'il y ait une forte mobilisation afin que ces deux victimes, paix à leur âme, soient accompagnées à leur dernière demeure. À présent, on se tourne d'abord. Souhaitons que les mots lancés, les expressions lancées par par certains cadres de l'opposition, de l'UFDG ne soient pas suivis pour dire qu'il faut identifier des responsables et passer à des représailles. Je crois que ça peut, si les gens venaient avec cet esprit, ça pourrait en tout cas créer des problèmes. Voilà, qui a bien dit. À présent, on se tourne vers l'invité ici, dans ce studio et sur ce plateau. Mais avant, on a le troisième appelé d'ailleurs, Daouda Mohamed Kamara, avant d'aller avec l'invité. C'est bien Monsieur Baldé Abdoulaye, lui et son groupe vont manifester demain, 28 septembre. Vous le savez, c'est une date qui a une double casquette, Daouda Mohamed Kamara. Oui, effectivement, depuis un certain temps, on suit d'ailleurs depuis 2009. Depuis 2009, il y a des Guinéens de par le monde, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui expriment aujourd'hui leur soif de voir justice rendue, que les Guinéens sachent qui a commandité le massacre du 28 septembre, qu'est-ce qui peut revenir désormais aux familles des victimes, comment les morts peuvent être rétablis dans leur droit, et aussi il y a l'identification d'un certain nombre de forces dont on parle, même si pour l'instant on ne sait pas exactement où peuvent se trouver des forces. Mais le problème aujourd'hui, l'attente principale aujourd'hui, et certes les choses sont en train de se bouger comme on l'apprend du côté de l'appareil judiciaire, mais les Guinéens ont de toute façon soif de savoir qu'est-ce qui peut encore retarder ou qu'est-ce qui peut encore nous faire manquer le rendez-vous que nous a donné le ministre de la Justice, qui a dit que ce sera en fin 2017, on va assister à l'ouverture du procès. Et c'est là comme la coalition pour la justice et la démocratie des Guinéens qui vivent aux États-Unis, qui marche demain 28 septembre pour demander justice. Il est déjà en ligne, Monsieur Abdoulaye Baldé. Il est membre donc de cette coalition appelée Coalition pour la justice et la démocratie. Ils vont marcher demain du côté des États-Unis. Il est en ligne. Abdoulaye Baldé, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur la radio Chérie FM. Alors, vous projetez une marche demain 28 septembre devant l'ambassade de Guinée, mais aussi devant les Nations Unies. Et vous demandez la justice. Est-ce que la démarche aujourd'hui engagée par la justice guinéenne ne vous rassure-t-il pas? Pas du tout, monsieur. C'est la raison pour laquelle nous marchons jusqu'à présent.
parce que nous avons eu tellement de promesses avec l'actuel ministre de la Justice. Les promesses ne se sont jamais exécutées. Il nous avait promis en 2016. On l'avait rencontré aux États-Unis ici à travers les Nations Unies. Il nous avait dit que fin 2016, on n'a jamais vu le procès. Il avait dit début 2017, rien. Maintenant, on nous dit encore fin d'année. Ce qu'on a constaté, à chaque fois que le 28 septembre s'approche, ils font des inculpations ou bien faire des choses pour occuper l'esprit des gens, alors qu'il ne faut rien en fait. Et alors, donc, il disait que c'est quelqu'un, la dernière fois, il y avait un monsieur qui était arrêté à Dakar, et c'est dès que ce monsieur-là viendrait que tout allait partir. Donc, rien de concret, rien de... Qui est ce monsieur? Il vous a pas dit son nom? Monsieur le ministre Sek Chako. Non, il a dit qu'un monsieur arrêté à Dakar. Qui est ce monsieur? Il n'a pas dit son nom? Non, il n'a pas dit son nom. Il ne nous avait pas dit son nom. Donc, on assume que peut-être ça pouvait être Toumba Diakité. Mais vous savez mieux que nous que Toumba Diakité en Guinée il y a longtemps. Donc, il n'y a rien qui bouge en fait. À vos yeux, il n'y a rien qui bouge, mais de l'autre côté, on a vu également des missions qui sont parties du côté de la France, mais aussi à l'intérieur, beaucoup de victimes gardent quand même l'espoir que les choses pourraient bien bouger à la fin de cette année 2017. J'ai parlé avec beaucoup de victimes de ce qu'ils me disent, mais ils disent qu'ils vont voir est-ce que le ministre ne va pas les tourner dans la farine. Je leur ai dit que, écoutez, j'ai aussi des gens qui ont été victimes dans ma famille. Je parle avec les personnes là, ils ne sont plus en Guinée là-bas. Mais ils vont vous dire qu'ils écoutent d'ici la fin de l'année, ils vont voir quelque chose. Mais en réalité, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça, vraiment, je n'y crois pas. Et tous mes collègues ici n'y croient pas. C'est pourquoi nous demandons à ce que, au lieu de créer des problèmes à la justice guinéenne ou au peuple guinéen là-bas, c'est le mieux de transférer ce procès-là à la Cour pénale internationale qui est censée être un peu impartiale dans ce débat-là. Parce qu'il faut que nous sachions ce qui s'est passé le 28 septembre. Quels sont les gens qui ont commandité ce massacre-là? Pourquoi ils l'ont fait? Mais traduire en justice, même s'il faut les pardonner après, mais il faut que cela ne se répète plus dans notre pays. Parce que les bourgs, ceux qui ont fait ça, ils sont toujours alentour et s'apprêtent à faire plus que ça dès que l'occasion va se présenter. Alors, vous allez marcher demain avec quel slogan? Le slogan, nous voulons à ce que les gens qui ont commis le massacre du 28 septembre soient traduits en justice le plus tôt possible et que tout le peuple de Guinée sache qui a commandité ce maître-là. Alors, avec ce slogan, mais beaucoup d'interrogations peuvent aussi se poser. Avec quelle couleur vous partez? Est-ce qu'un acteur politique, en société civile ou simple Guinéen, simple victime qui demande aujourd'hui justice? Moi, je suis non seulement membre de la société civile, mais aussi j'ai membres de ma famille qui ont été victimes du 28 septembre. Mon tuteur qui, à Conakry, a été victime. Donc pour moi, je suis victime. Et de ce fait, la personne qui m'a aidé à venir aux États-Unis aujourd'hui, presque elle est handicapée. Donc, elle ne vit plus au pays. Donc ça me fait très mal que cette personne, sa vie soit détruite par des personnes et que ces personnes-là continuent à occuper des postes de responsabilité dans notre pays. C'est trop énervant pour moi. Mais est-ce que quelque part aussi, vous n'avez pas un penchant politique, vous n'avez pas une dose politique qui caractérise votre démarche aujourd'hui? Personnellement, je n'en ai pas. Mais parmi notre coalition, ce n'est pas seulement la société civile, il y a aussi des partis politiques qui se sont joints. Ça a été initié par l'ONG Portal Fibantal. Et maintenant, les partis politiques, l'UFDG a sollicité d'y s'ajouter, le bloc libéral est venu s'ajouter, le NFD est venu s'ajouter, le AFD est venu s'ajouter, et il y a un autre mouvement qui s'appelle Tout Sauf Alpha qui s'est ajouté. Et nous, notre démarche, c'est qu'il y ait une qu'il y ait fin de l'impunité en Guinée. C'est tout, moi, mon souhait, qu'il y ait fin de l'impunité en Guinée. Qu'on ne garde plus les criminels dans le pouvoir en Guinée. C'est ça mon combat. Et je souhaite que cela soit entendu au plus haut niveau.
Alors, concrètement, pour terminer, qu'est-ce qui est prévu dans cette marche devant l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade de Guinée aux États-Unis à New York? Nous allons venir une fois encore réitérer notre demande sur le procès du 28 septembre, mais aussi lancer des slogans vers l'ambassade pour leur dire qu'ils ont promis, rien n'a été fait. Et là, nous allons partir aux Nations Unies. Et là, nous allons rester là aussi pendant 3 heures. On va non seulement lire la liste des victimes que nous avons, mais aussi écouter le témoignage de certaines victimes qui sont sur place. Mais aussi, il y aura le discours de la société civile, mais aussi le discours des partis politiques qui seront présents. On a rédigé aussi un mémorandum pour les Nations Unies, on va les remettre, et on va envoyer aussi un mémorandum à la CPI que nous demandons incessamment de prendre ce dossier-là en main. Parce que l'argument du ministre de la Justice, quand on l'a rencontré ici, qu'il faut qu'on construise un nouveau palais de justice pour que le procès-là ait lieu. Alors que dès qu'il y a quelque chose en Guinée là-bas actuellement, ils font les procès. Mais pour le dossier du 28 septembre, sauf que c'est un dossier très complexe, M. Baldé. C'est pas aussi complexe que l'attaque du domicile du président de la République. Ou bien? Oui, mais le nombre de personnes, le nombre de victimes, c'est pas la même chose. Voilà. Il n'y a que le président qui a été la seule victime, alors que dans le massacre, on parle de 157 femmes violées. Plus de 200 morts, mais aussi des blessés. Oui, mais mon frère, l'enquête a été menée par les Nations Unies et le rapport est là et les personnes impliquées qui étaient à la tête sont connues. Donc pourquoi on n'arrive pas à accélérer? 8 ans, c'est trop, mon frère, pour faire un procès de César. 8 ans, c'est trop. 8 ans, c'est trop, mais c'est quand même pas insuffisant pour un dossier comme les massacres du 28 septembre. Donc nous les victimes, franchement, c'est trop pour nous. Parce qu'on veut savoir qui a commandité ce meurtre. Et on veut que les gens qui ont commis ce crime-là répondent de leur crime, aussitôt possible. Parce qu'il ne faut pas laisser jusqu'à ce que tous les gens qui ont été victimes soient morts, ou bien les personnes qui ont commandité quittent la vie. Comme ça, on va dire qu'on va faire un procès. Comme ça, qu'est-ce que ça va servir? Ça va rien servir, en fait. Monsieur Abdoulaye Baldé, depuis les États-Unis, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi. Bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons partir avec l'invité ce matin ici dans ce studio, sur ce plateau, Ibrahima Dr Yatara, analyste politique, avec qui nous allons parler de la tenue de ces élections communales, l'accord de financement entre la Guinée et la Chine, mais aussi ces crises sociales dans les zones minières. Mais Daouda, on a suivi Monsieur Baldé Abdoulaye. Oui, Monsieur Baldé Abdoulaye qui dit être membre de la structure Potal Bantal Fouta et qui aussi dans cette coalition accompagné par les militants de l'UFDG, les NFD, mais aussi du bloc libéral, avec une autre structure dont nous ne rappelons plus en Guinée, c'est bien la structure Tout Sauf Alpha. En Guinée, on n'en parle presque plus, mais aux États-Unis, comme il nous l'apprend, la structure, le mouvement Tout Sauf Alpha vit aux États-Unis et qui est aussi dans cette coalition pour aller aujourd'hui manifester devant l'ambassade de Guinée aux États-Unis, passer à la lecture du nom des victimes, mais aussi certains témoignages des victimes. Ensuite, pour le siège des Nations Unies, pour également y déposer un mémorandum. Mais aujourd'hui, on est entre les deux parties, les deux tendances. D'un côté, la justice nous rassure que effectivement, nous irons au procès, à l'ouverture du procès à la fin de cette année 2017. On attend avec beaucoup d'impatience, mais de l'autre côté, il y en a qui n'y croient toujours pas,
qui pensent que c'est tout juste une manière d'amuser la galerie. D'amuser la galerie. Mais moi, je crois qu'il faut parfois tout le temps faire confiance, surtout avec les argumentations qui sont avancées par rapport à la complexité du dossier. Aujourd'hui, on peut estimer que tel est coupable ou tel est ceci ou tel a prépare à tel, mais dans la réalité, avec l'ouverture du procès ou avec même l'instruction, il peut s'avérer que des personnes parfois qui sont citées, qui sont ciblées, ne sont vraiment pas concernées, ne sont vraiment pas les vrais coupables, ne sont même pas concernés, ne sont même pas proches du dossier. Ouais. Donc on souhaite que le procès s'ouvre en fin d'année 2017, mais aussi que le procès s'ouvre avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus d'éléments consistants qui permettent aux victimes et à tout le peuple de Guinée de savoir enfin la vérité. De savoir que s'est-il réellement passé. On parle du dossier 28 septembre 2009, Ibrahima Dr Yatara. Vous étiez à Conakry à l'époque des faits. La répression des simples citoyens du côté du stade du 28 septembre. Effectivement, c'est le dossier du 28 septembre, c'est un événement regrettable. C'est regrettable dans la mesure où ça vient ternir l'image d'une date historique qui fait la grandeur de ce peuple de Guinée, ce peuple glorieux de Guinée. Parler du 28 septembre 2009 ne doit pas cacher, ne doit pas ternir le 28 septembre 1958. Parce que c'est grâce au 28 septembre 1958, la République a été proclamée le 2 octobre. À travers le vote historique. À travers le vote historique, ouais. qui a fait la Guinée le premier pays francophone indépendant. Donc, il est bien beau chaque fois de parler du 28 septembre 2009, mais ça ne doit pas cacher notre date historique qui est 28 septembre 1958. C'est ce qui est regrettable dans ce dossier. Effectivement, les victimes ont raison. Ça a un peu perduré. 2009 maintenant. Et puis c'est des âmes. C'est les Guinéens qui ont été abattus froidement. Et puis c'est les femmes qui ont été violées. C'est des actes qui sont condamnables. Et puis les gens ne doivent pas se leurrer, quel que soit le temps. Les coupables seront punis, quelle que soit la justice. On ne peut pas aller avec rapidité. Dans tous les pays du monde, il y a tout le temps des lenteurs dans le traitement des dossiers juridiques. Il y a tout le temps des rebonds. Je les demande de continuer à garder le cap. Et je sais que le gouvernement même est en train de fournir des efforts. Beaucoup de personnes qui sont incriminées dans ce dossier ont été entendues. Pour moi, il y a des avancées. Il y a des avancées au rythme de nos moyens, au rythme de nos moyens sur tous les plans financiers, techniques. Mais ce qui est le plus souvent réclamé par des victimes et même des structures de défense des droits de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, voir certaines personnes qui ont été citées dans ce dossier, qui continuent encore à être très proches du président de la République, mais aussi d'autres qui continuent à mener des activités professionnelles au sein de l'administration. Tu sais, bon, le problème de justice est un problème complexe. Tant qu'il n'est pas établi que l'intéressé est incriminé, clairement établi, il est libre de mener ses activités. Mais quand le procès va s'ouvrir et que quelqu'un est cité, il sera obligé de rendre démission pour répondre à l'appel de la justice. Je sais qu'on n'est pas arrivé à ce point. Et les gens sont libres le président peut avoir, pour le président, il travaille avec des citoyens, parce que rien ne le prouve, juste à peu de contraire, que ces intéressés sont clairement incriminés dans ce dossier du 28 septembre. Alors, comment vous trouvez que chaque fois qu'une proposition de date est faite pour l'ouverture du procès, la date est différée?
La date est différée. Je sais que la réponse, c'est le gouvernement qui peut le répondre en tête. C'est lui qui a le dossier en main. Le ministre Cheikh Sako, le garde des Sceaux. Donc, c'est eux qui savent pourquoi c'est souvent reporté. Il y a des contraintes dont on ne maîtrise pas. Ces contraintes, parce que c'est un dossier lourd, vous venez d'évoquer, compte tenu du nombre de personnes impliquées dans ce procès, et que la Guinée veut continuer encore à prouver sa fierté, qu'ils sont capables de gérer ce dossier du 28 septembre, c'est quand ils vont montrer leurs limites que le dossier sera récupéré par la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, dont le chef d'État africain ne veut pas totalement adhérer, surtout notre président, le professeur Alpha Condé, il n'est pas tellement chaud pour ces institutions. On en parlait tout à l'heure, on devrait même l'avoir sur cette question, c'est bien l'enterrement des 2 victimes de l'opposition. Aujourd'hui, les leaders appellent à une grande mobilisation. D'abord, pour parler de ces événements, c'est regrettable que nos problèmes ne sont plus résolus autour des tables, que le dialogue montre ses limites chez nous. Et puis souvent, le dialogue, le consensus prennent le dessus sur nos lois. C'est un peu regrettable ce qui est en train de s'instituer chez nous. Et ce qui est beaucoup encore grave, c'est que chaque sortie, chaque marche, il y a tout le temps des morts d'hommes. Soit par accident, de la circulation, soit par balle. Soit par balle. Mais ce qui est grave dans tout ça, là, c'est des trucs par balle. Ouais. Des pauvres populations, ces pauvres citoyens. Et beaucoup plus grave, parce que c'est après la marche que souvent il y a débordement. Ces derniers temps, oui. Ces derniers temps. Donc, le cas cumulé commence à être grand. Les gens commencent... il y a quelques leaders même qui ne parviennent plus à se ressaisir. Et ils tiennent des propos de dérapage langagier. Je sais que ça fait mal, mais un leader politique doit se ressaisir, rester sur la ligne politique, sur la philosophie de ton parti et croire à notre justice. Je sais que notre justice a des lacunes, on le sait, on ne peut pas convaincre un Guinéen sur ça. Il y a beaucoup de dossiers où notre justice, malgré la motivation qu'on a fait aux magistrats, le gouvernement quand même ça a le statut particulier des magistrats, ils sont motivés. C'est à eux maintenant d'assumer pleinement leurs responsabilités. Donc moi je dirais simplement à nos leaders de continuer à se ressaisir, croire à notre justice. Aujourd'hui c'est ce régime, et puis il y a tout le temps des changements. Pour amener d'autres quand je suis sont aux affaires, les obéir. On ne doit pas participer à l'affaiblissement de nos institutions. C'est pas bon. On doit préserver la sécurité, la paix à tout prix. Alors on va parler des élections locales enfin. Elles étaient très attendues, ces élections. Il y a eu d'abord une crise au sein de la CENI. On a enregistré le changement du président aujourd'hui. C'est une date qui est proposée. Vous avez suivi un des leaders tout à l'heure, en la personne de Dr Faya Milimono. Effectivement, parler de ces élections, vous voyez, les élections qui devaient être tenues depuis 2011, 2010, ça fait... Les dernières élections remontent en 2005. En 2005, ouais, c'était les dernières élections, en 2005. Donc, 2005 maintenant, on a fait plus de 12 ans. Ça entraîne derrière ces élections. Mais si les élections ne sont pas organisées, ça fait mal. Si ça fait mal à l'opposition, ça doit faire beaucoup plus mal à la mouvance. C'est ça la réalité. Je ne sais pas si les gens sont en train d'analyser cet état de fait. Est-ce que la mouvance même l'analyse sous cet angle? Ouais, c'est ça. C'est pourquoi je vois que les gens ne vont pas sous cet angle. En quoi alors ça fait mal? Bon, ça fait mal parce que la mouvance, les actes qu'ils sont en train de poser pour le décollage de notre pays, ils le font en macro.
alors que les actes qui doivent se faire avec la collectivité, ça se fait à la base. Ils peuvent aider dans le bilan global du régime du professeur Alpha Condé. Si les communes fonctionnaient clairement, il y a ces aspects d'assainissement dont on parle, de sécurité, l'assistance des gens, les communes en laissent s'en occuper. Mais maintenant, le président ne peut pas maîtriser. Il ne faut pas se leurrer de ce qui est en train de se passer à la base. Les gens ne reconnaissent pas ceux qui sont là, ils sont illégitimes. On sait une délégation, normalement c'est 6 mois et puis on recycle. Oui, mais aujourd'hui, ces délégations sont dirigées par la mouvance et l'opposition. Donc voilà. les deux peuvent être comptables de ce qui se passe dans les communautés. Tout à fait. Donc on ne peut plus dissocier les deux grands partis politiques à la gestion qui est en train de s'opérer à la base. Donc, que ce soit l'UFDG ou les grandes formations politiques, et dans ça, les citoyens sont exclus parce qu'ils ne se reconnaissent pas entièrement dans les actes posés par les dirigeants du moment. C'est pourquoi il est intéressant pour perfectionner, pour renforcer les jalons que le gouvernement du professeur Alpha Condé est en train de poser pour que les populations à la base en bénéficient, d'aller vite à ces élections, et donner l'occasion aux citoyens de mettre des élus qu'ils préfèrent, mettre des gens où ils ont confiance. C'est extrêmement important. À vous écouter, à vous analyser. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique à deux volets. Il y a le volet politique, comment avoir coûte que coûte la même mise politique ou le pouvoir. Ouais. De l'autre côté, il y a le volet comment aujourd'hui consolider ou comment trouver les éléments qui consolident ou qui accompagnent la mise en œuvre des actions pour au moins avoir un bilan élogieux. Ouais. Mais est-ce que, de votre analyse, de votre observation, le pouvoir même comprend que la mise en place aujourd'hui de ces élus locaux, c'est ce qui peut permettre au pouvoir de mieux aller dans sa politique de développement, et de l'autre côté, ce n'est que politique et qui est passager. Bon, c'est ce que là vous avez bien posé, c'est une question qui est pertinente. Les gens se laissent omnubiler par ces considérations politiques. Peu de personnes maintenant pensent au développement. Alors que qui parle de pouvoir doit parler le pouvoir en ces deux volets. De manière, le pouvoir décentralisé et le pouvoir déconcentré. Déconcentré, c'est les nommés. Ouais. Décentralisé, c'est les élus. Et là où on parle des élus, c'est là-bas, c'est ce qui est d'ailleurs important, c'est ce qui traduit, c'est ce qui traduit même la démocratie dans la pratique. Quand les gens sont élus, c'est les citoyens qui l'ont mis là, on leur demande des résultats, ils doivent, la réduction de compte est là, et ils sont tenus d'être à la hauteur de la confiance qu'on les a placés, mais quand les gens sont nommés, ils nous rendent compte que celui qui les a nommés. C'est ce qui fait que la corruption et la malgouvernance c'est installé chez nous. Chacun fait ce qu'il veut. Alors on s'est dit, moi, c'est le président qui m'a mis, vous ne savez pas pourquoi je suis là. C'est pourquoi, pour rendre effective notre démocratie, il faut aller vers les élections, laisser les citoyens. Est-ce qu'Alpha Condé lui-même n'est pas plus électoraliste qu'agent de développement? Non, mais par les actes qu'il pose, par les actes qu'il pose, il y a des freins. Quelles que soient les bonnes intentions du président, il est bloqué de nouveau. Il a une administration qui n'est pas performante, c'est ça la réalité. Et puis, les bénéficiaires qui sont à la base n'en bénéficient pas parce qu'il n'y a pas d'élection. Ceux qui sont là ne sont pas légitimes, ils n'ont pas le souci de la population. Donc, quelles que soient ces bonnes intentions,
quels que soient les contrats qu'il va signer par-ci par-là, quels que soient les engagements du pays, la répercussion ne se fera pas sentir. Il n'y a pas de machine à marche. Alors, revenons sur le scrutin proprement dit. La CENI a d'abord procédé à des consultations. Elle a rendu visite à quelques acteurs politiques et autres partenaires avant que l'atelier des 3 jours ne soit organisé. Comment vous trouvez cette démarche? Ouais, c'est-à-dire que c'est une démarche comme les autres. Il y a eu des ateliers, mais cette fois-ci peut-être c'est à Conakry. Mais il y a eu des ateliers à Kindia, en dehors du pays, à l'intérieur du pays, toujours dans le cadre de ces élections. Année pour année, tu sais, c'était prévu l'autre février 2016 maintenant. On va toujours au mois de février. La CENI maintenant, 2018, la CENI s'accroche à ce mois de février. On va voir comment ça va se passer. Donc, ces élections, on en a trop débattu. Les gens sont sceptiques là-dessus. Il y a une sorte... on fait attention même à l'optimisme en ce qui concerne l'organisation de ces élections. Parce qu'il y a tout le temps des contraintes qui émaillent les différents acteurs qui émaillent même la date. Quand on dit 4 février, il y a des conditions. Je vous ai suivi hier même. Il y a trop de si. Il y a des conditions liées. Il y a les finances, il y a les magistrats, il y a le nombre de magistrats, et il y a même l'administration. Bon, c'est une série de contraintes qui pèsent, qui fait que les acteurs politiques même sont froids, ils sont timides. Et la population même, mon souci, c'est parce qu'il y a beaucoup d'échecs en matière de démocratie. Quand il y a le taux d'abstention est trop élevé, ça serait une forme d'échec de la démocratie. Parce que si on résume la démocratie à ses mécanismes électoraux, parce que la démocratie a beaucoup de facettes, mais je le prends dans son truc qui est visible pour tout le monde, ces mécanismes électoraux. Le vote. Je le vote. Je crains pour ne pas que le taux d'abstention soit très élevé, parce que la population est désabusée, personne ne croit. Je suis en contact avec la population, je sais qu'il y a les gens sont devenus pessimistes, les gens ne croient plus. Comme pour dire qu'on peut assister heureusement à que ce sont des élections qui pourraient quand même résoudre ces inquiétudes chez les citoyens, puisqu'il y a une candidature, il y a des candidatures indépendantes, j'allais dire, qui sont permises, des candidatures dont la société civile, en tout cas Dr Dansa a dit, fera la promotion. Et effectivement, parce que on peut ne pas croire aux partis politiques, mais croire aux hommes qu'on connaît, parce que difficilement les partis ne vont... parce que c'est une tradition, il y a une sorte de paradigme en marche. Il y a les partis traditionnels, le cas Macron en est une illustration. Les gens croient beaucoup plus aux citoyens. La citoyenneté est en train de prendre une sorte d'ascendance sur le militantisme. Donc on doit faire beaucoup attention à ce paradigme qui est en marche, qui peut venir chez nous et surprendre. Même si on peut l'estimer encore très loin de nous, connaissant un peu la déification de certains acteurs politiques dans notre pays, on pense que sans eux, rien n'est possible. Oui, effectivement, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Et puis, c'est quand ils s'enrichissent au dos de l'État qui viennent dans la politique. Ils ne viennent pas de la politique parce qu'ils ont une idéologie, parce qu'ils ont une philosophie. Ils viennent en politique pour étaler leurs moyens matériels, leurs moyens financiers, vendre les consciences des pauvres populations. On les appauvrit justement pour ça, pour qu'au moment venu, qu'on achète leur conscience à vil prix. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bon. C'est pas bon pour le pays. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, Ibrahima Dr Yatara, il est analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de faire la relecture d'un certain nombre de choses, notamment les élections locales dont la date a été fixée par
La CENI, Commission électorale nationale indépendante, les accords de financement, c'est ce deuxième point d'air que nous allons aborder tout à l'heure avec l'invité ici dans ce studio et sur ce plateau. Encore une fois, c'est bien Ibrahima Dr Yattara. Monsieur Yattara, le président de la Guinée et la Chine vient de signer un cadre de financement dont le montant s'élève à 20 milliards de dollars américains. Hier, on a suivi le président de la République qui a fait une communication dessus avec ses trois ministres, notamment le Dr Ibrahima Kassori Fofana, Malado Kaba et également le ministre des Mines et de la Géologie. Est-ce que cet accord de financement pourrait booster l'économie guinéenne et chasser la pauvreté dans notre pays? Effectivement, on a tout suivi avec beaucoup d'intérêt. L'accord de financement que le président de la République a signé avec le gouvernement chinois, qui à hauteur de 20 milliards de dollars, qui s'étend sur 10 ans, jusqu'en 2036. Donc, cet accord de financement, à première vue, on sait que la Guinée ce n'est pas la Guinée seulement qui a opté pour ces séries de démarches. Le Tchad, avec la France, avec le Tchad, beaucoup d'autres pays qui ont des ressources. Le Tchad, eux, c'était le pétrole. L'Ouganda. Mais la RD Congo. La RD Congo. Parce que c'est un schéma qui n'est pas inventé par la Guinée. La Guinée a des potentiels. Mais on doit faire attention. Ces pays-là sont dans la souffrance aujourd'hui. Vous avez des pétroles ou bien vous avez des mines. C'est-à-dire que vous vous appuyez sur vos potentialités pour réaliser des infrastructures de base. Mais si vous ne faites pas de manière intelligente, ça serait une sorte d'effet de boule de neige. Vous réalisez des infrastructures de grandes universités. Ça s'est fait dans beaucoup d'autres pays africains. Et puis finalement, vous retombez encore dans la misère. Et il faut que la Guinée tire les leçons. Parce qu'il ne faut pas... Le nombrilisme domine le Guinéen. On pense qu'on est le seul à faire ça. Nous remercions le gouvernement du professeur Alpha Condé, de l'OFOR et son équipe qu'ils ont fourni pour l'obtention de ces 20 milliards. Mais avec le nouveau culturel du Guinée, beaucoup de personnes, quand on parle de 20 milliards, on pense que les 20 milliards là sont dans nos banques ou bien sont déjà dans nos trésors publics. Il y a beaucoup de milliards qui traînent en Guinée, mais compte tenu de la faiblesse de la capacité d'absorption, donc la faiblesse de nos cadres en termes de compétences, on ne peut pas faire ces levées de fonds. C'est le gros du problème qui se pose à la Guinée. C'est le gros du problème. Ou bien, la démarche est très bonne. La Guinée ne peut passer que par ce chemin. On a nos mines. Il faut... La Chine a des liquidités. Même les Français ont besoin des Chinois. Même les Américains ont besoin des Chinois pour avoir les liquidités. C'est eux qui ont les liquidités. Et on ne peut pas... La Guinée a besoin des infrastructures de base pour son décollage économique. Donc, la démarche qu'il faut faire, c'est la démarche que le professeur Alpha Condé entraîne. Mais maintenant, est-ce que cela doit empêcher le Guinéen à se poser un certain nombre de questions, à être sceptique pour l'utilisation de ces fonds qui s'étend sur 20 ans. Donc, c'est là.
la question. Oui, dans votre développement tout à l'heure, Dr Yatara, vous avez évoqué l'exemple de certains pays qui ont réalisé des grandes infrastructures scolaires ou même des infrastructures sociales de base, le Tchad et autres, mais qui, après, la crainte pour beaucoup, c'est qu'on ne se retrouve pas dans la misère. Ouais, comment cela peut-il s'expliquer? Cela s'explique de la manière dont les gens qui utilisent ces fonds publics le font. Et ceux qui arrivent à ces pays, ils n'ont pas diversifié leur économie. Ils n'ont pas diversifié leur économie, mais je sais que la Guinée même voulait s'appuyer sur les mines pour son décollage. Mais quand il y a eu la chute du prix de bauxite, ils se sont rendus compte qu'il faut diversifier l'économie. Et tout de suite, le président s'est lancé dans les produits agricoles d'exportation pour aller vers l'industrie agricole. Donc, je sais que l'agro-industrie, je sais que ça là ne va pas arriver à notre pays. Actuellement, au moment où on signe ce contrat avec les Chinois, on le fait à un moment où le prix de notre bauxite n'est pas tellement ça, où il y a une sorte de chute. Oui, ça c'est à l'international. À l'international. Donc, il y a une sorte de dynamique. Il y a la quantité et il y a la qualité. Heureusement, j'ai suivi le président dans son point de presse ils vont essayer de mettre une sorte de laboratoire pour mieux, pour ne pas que nous soyons exploités. Parce que les Chinois, pour examiner la teneur, les Chinois ne nous aiment pas. Les Chinois, la Guinée aussi n'aime pas les Chinois. On fait juste des affaires. On fait juste des affaires. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Ils ont besoin de nos bauxites. Nous aussi, nous avons besoin de la liquidité. Et puis, les Chinois, la Guinée fera beaucoup attention avec les Chinois. La Guinée est un pays démocratique. Les Chinois n'ont pas tellement de contraintes démocratiques, contraintes en matière de droits de l'homme. Et puis les Chinois, en matière de transfert des technologies, ils ne sont pas aussi ouverts, ils sont un peu hermétiques. Vous savez, ça fait combien d'années on a construit le Palais du Peuple? Mais pour sa rénovation, il faut toujours entretien, la RTG est là. La RTG est là, il faut toujours les Chinois. Et puis, ils sont très fermés. Donc, la Guinée, nous, on est un pays très ouvert. On ne se laissera pas faire, on restera vigilant. Nos bauxites, nos ressources d'une manière générale, ne seront pas monopolisées. Okay. Mais est-ce que de l'autre côté aussi, on ne peut pas exprimer une autre crainte que la Guinée, vous avez dit le caractère, tout à l'heure, le caractère politique de la Chine. La Guinée traite avec la Chine, d'un autre côté avec la France, avec l'Italie, avec beaucoup d'autres mondes et beaucoup d'autres pays qui n'ont pas les mêmes régimes politiques ou les mêmes contraintes politiques que la Chine. On voit certes la France traite avec la Chine, mais avec beaucoup de principes. Les États-Unis également traitent avec la Chine, mais avec beaucoup de principes. Est-ce que la Guinée, vous pensez que avec toutes ces multitudes de partenaires, on ne se retrouvera pas avec beaucoup de sollicitations, mais avec moins d'obtention? Oui, effectivement, il y a des contrats en Guinée qu'on apprécie, comme CBG. Ça a tenu dans la durée. Avec les Américains. Avec les Américains, on doit tout le temps s'inspirer. La manière dont CBG a été négocié pour nous permettre de tirer des bénéfices dans la durée. Il faut pas, on doit éviter les bouts de neige, les éclats pour un temps. J'aime souvent le dire, on ne doit pas travailler pour un mandat et puis la génération montante rencontre des difficultés comme ce qui est arrivé à beaucoup d'autres pays, des opulences éphémères. Pour le cas de la Guinée, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là. Les Français sont là en matière des mines, les Américains et autres, parce qu'il faut éviter le monopole. Et je sais qu'on l'évitera. J'apprécie tous les Guinéens qui ont l'esprit critique
par rapport à ce contrat, parce que tout le monde en parle, personne n'a les copies du contrat, le document. Les Guinéens continueront à en parler, à avoir de l'esprit critique, à exiger de la transparence, comme on a toujours été, parce que je sais que nos documents, nos codes sont sous les lignes, et tout ce que nous signons comme contrat, on le fait publier sur le net. Ça c'est important, c'est un élément de transparence. On doit apprécier le gouvernement dans ce sens, le gouvernement de Pousse Alpha Condé dans ce sens. Il faut que ça soit continuel. On doit exiger la bonne gouvernance, on doit exiger la transparence. Sans ça, le pays ne peut pas aller devant. Et là, il ne faut pas que quand un leader politique exige, ou bien un simple citoyen émet des critiques par rapport à ce contrat, ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est un schéma classique. La Guinée est obligée de passer par ça. Nous félicitons l'équipe qui se sont mobilisés pour avoir ce fonds. Mais nous tenons que... Nous attendons beaucoup de clarifications. De clarifications et que nous les attendons dans la pratique, dans l'utilisation de ces fonds. Et renforcer, il faut que ces fonds-là renforcent le développement endogène. C'est-à-dire que nos opérateurs économiques guinéens soient formés pour qu'ils soient associés à la réalisation de ces grandes infrastructures, sans exclusion. Et puisque vous parlez de la réalisation de ces infrastructures, selon les explications qui ont été données, non seulement par le président, mais les négociateurs côté guinéen, tous ces contrats vont être exécutés et exclusivement par les entreprises chinoises, bien entendu. Il y a la question de la sous-traitance à la base. Qui n'est pas exclu. Effectivement, tout dépend de la nature dont la Guinée a négocié avec les Chinois. Il y a les Chinois, je me demande, le gouvernement chinois se porte seulement garant auprès des banques chinoises pour dire, nous on garantit que ce fonds-là est disponible. Mais il faut que la Guinée, qu'on a des cadres compétents, bien formés, et sur ce plan aussi, le gouvernement a pris le devant. Il veut le restructurer. Le grand projet, la CGP. Maintenant, c'est la CGPMP. La CGPMP, très bien. Ils veulent le restructurer et former des jeunes cadres compétents qui peuvent monter des grands projets et qui ont la capacité de faire des levées de fonds pour que les dossiers qu'on envoie dans ces banques chinoises puissent être acceptés pour permettre à la Guinée de bénéficier très rapidement de ces avantages que le président Alpha Condé a fait pour notre pays. Parce que 2036, ça ne trouvera même pas qu'il est là, mais c'est ça un président visionnaire. Kassouri a prédit, est-ce que 2036 le trouvera même sur cette terre? Oui, mais c'est ça la vision en fait. C'est pourquoi on parle des agendas 2063. C'est ce qui le différencie aussi des autres présidents. Il est visionnaire en tout cas. Qui, Alpha Condé? Alpha Condé. On va aborder le dernier point avec l'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, Ibrahima Dr Yattara, il est analyste politique. Allez-y, Daouda. Oui, effectivement, pendant qu'on en parle, ces accords de financement, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises de sociétés minières qui évoluent sur notre territoire, mais le constat est que partout où ces entreprises existent, les crises sont perpétuelles. Les dernières en date, c'est bien le cas des Bokeh. Effectivement. Ça ne doit pas nous surprendre. C'est que seulement les crises là sont venues à maturité. Mais ça fait longtemps que ces crises sont là, en l'état latente. Quand le problème se pose, on ne résout pas, on cherche à résoudre de manière superficielle. C'est ce qui a fait que la population s'est énervée. C'est un problème connu. C'est lié aussi à la malgouvernance. Parce qu'en Guinée, on ne résout pas les problèmes, comme on le dirait, mais on déplace le problème. On déplace le problème. Les dirigeants, le code est clair là-dessus. Il y a un certain nombre de pourcentages, un certain nombre de fonds qu'on doit donner à la population. Et si
Ça, c'est détourné par des cadres qui sont dans l'administration, en complicité avec des cadres qui sont à la base, qui sont dénommés. Et il faut s'attendre à ce problème. C'est pourquoi il faut mettre des gens à qui la population a confiance. Ou bien il y aura toujours des problèmes à la base. C'est ce qui est arrivé à Bouquet. Les gens, le fonds qu'on leur donne, on ne fait pas bénéficier la population. C'est le problème de route, c'est le problème de l'électricité. L'ancien directeur, M. Kémo Touré, de la CBG. La CBG l'a clairement expliqué. C'est l'impunité, la corruption, l'incompétence qui nous amène à ce problème. Mais ça ne doit pas amener les jeunes ou la population de Bouquet à s'autodétruire. Ça, il y a ces actes, c'est l'autoflagellation. Ils doivent se ressaisir pour ne pas qu'eux-mêmes se fassent du mal. Ceux qui arrivent à Bouquet, c'est le poumon de notre S'ils ne se sont pas fait du mal en détruisant beaucoup d'édifices. Ça c'est, il faut que, donc il y a un travail de fond en matière d'éducation civique. La haine omnibule les gens. Les politiciens même, ça fait partie de leur mission. Mais je ne sais pas qu'est-ce que fait actuellement nos politiciens. Un homme politique, dans leur mission, doit sensibiliser. C'est dans leur mission d'éducation civique. Ça se trouve à une bonne place dans la mission d'une formation politique. Donc, ils doivent sensibiliser les jeunes, d'une manière générale, la population de Bouquet à se ressaisir pour ne pas qu'ils s'autoflagellent. Parce que si on casse notre œil parce qu'on ne voit pas l'autre bout du monde, on va rester borgne. Alors, l'autre question, c'est que vous l'avez dit, il y a l'incompétence, il y a l'impunité. Surtout l'impunité. Et aujourd'hui, on se pose la question, à quel niveau on ne punit pas? Est-ce que le ministère des Mines, maîtrisant bien comment les choses se passent, parce que tout se passe entre le ministère des Mines, les sociétés, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à quel niveau... Pour la gestion du contenu local. Pour la gestion du contenu local, à quel niveau le problème il peut concrètement se poser aujourd'hui? Ou est-ce que d'ailleurs, ce qu'on annonce comme redevance, on verse vraiment? Moi-même, je me demande. C'est une occasion pour moi de saluer les journalistes du pays qui ont le courage de mener des enquêtes sérieuses. Vraiment, les journalistes de la Guinée travaillent même à la place de notre administration. Ils mènent des enquêtes sérieuses, ils les mettent à la place publique, mais ça reste... les gens sont sourds, on ne les écoute pas. Lettres mortes. Lettres mortes. Là, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir de notre pays. Ça n'encourage pas. Et ça, c'est dû à la centralisation du pouvoir à un niveau donné. C'est pourquoi raison de plus, il faut organiser les élections communales. C'est très dangereux de concentrer le pouvoir à un niveau. Il faut que le pouvoir soit un peu décentralisé. Parce que quand le pouvoir est concentré à un point donné, c'est ce qu'on appelle la dictature. La dictature, ce n'est pas pendre les gens. Le Guinéen, beaucoup d'intellectuels guinéens ne comprennent pas ça. Centrer trop le pouvoir à un endroit donné, c'est ce qu'on appelle la dictature. Ça ne sert pas parce que chacun va s'attendre, chacun restera dans sa lâcheté, dans son immobilisme. Ils ont dit, bon, quand on dénonce, ils ont dit, non, moi je ne peux pas. Parce que ça ne relève pas de moi. Ça ne relève pas de moi. Il faut que le président... Donc, si le président ne prend pas une décision, personne ne prend. Parce que même à Colabouye, par exemple, quand la question a été posée au sous-préfet, il dit que franchement, il ne sait pas. Parce que tout est géré au niveau du maire de la commune. Donc, on se demande bien qui fait quoi, donc, qui reçoit. Le rejet de responsabilité. Le rejet de responsabilité. Donc, vous avez raison. Donc, il faut clarifier. Et la manière dont je sais, quand tu demandes, quand tu vas au ministère des Mines, ils vont demander, bon, il faut aller à la présidence. Et tant qu'on joue au ping-pong, ça ne peut pas aller. Le pays... On va aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi l'émission depuis le début, vous pouvez réagir via les deux numéros du stand. Le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31.
On a d'abord parlé de l'élection communale avec le point de vue de Dr Faya Milimouna. Ensuite, ces jeunes qui veulent marcher du côté des États-Unis pour commémorer le 28 septembre 2009, une date qui a désormais 2 casquettes. Il est déjà en ligne, le tout premier auditeur, c'est bien. C'est Radio Diallo, bonjour. Bonjour Mohamed Kamara, bonjour M. Bakar Kondé. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous garde longtemps pour servir la Guinée et les Guinéens. Aujourd'hui, moi je suis sidéré, je suis Samo, M. Bakar Kondé, je inquiété. Moi je ne comprends pas dans un pays démocratique, un pays de M. le Président de l'Union africaine, on tire les gens à bout portant avec des balles réelles, M. Bakar Kondé. Nous devons tous nous lever pour défendre la Guinée, parce que nous devons tous nous mettre à la place des parents de ces gens-là. Moi, je pense aujourd'hui que tous ceux-là qui ont voté pour Alpha Condé doivent présenter des excuses publiques au peuple de Guinée, parce qu'ils ont trahi. Y compris vous? Moi, je n'ai jamais voté Alpha et je ne voterai jamais pour ce monsieur, parce que c'est un danger éminent pour le peuple de Guinée. Permettez-moi, je vais aller au bout de mes idées. Allez-y rapidement. Je voudrais dire à Dr Faya, ils n'ont qu'à décliner leur positionnement politique. Parce que le centre n'existe pas. Monsieur Sidia Touré, il est de l'opposition. De l'opposition républicaine. Certes, il ne prend pas part pour le moment aux activités de l'opposition républicaine, mais de l'opposition. Le BL se réclame de l'opposition républicaine. Monsieur Daoud Mohamed Kamara, j'ai toujours dit que j'ai un respect absolu pour vous, mais je vous dis le centre n'existe pas. Tu ne peux pas être avec... Mais Sirajo, Dr Faya n'a pas dit qu'il est du centre. Il dit qu'il est de l'opposition, que le bloc libéral est de l'opposition républicaine. Est-ce que être de l'opposition républicaine pour vous, c'est prendre forcément part aux manifestations? Monsieur Mohamed Kamara, ils n'ont qu'à participer aux activités de l'opposition républicaine. C'est ce qui fait 2 membres. L'essentiel, vous-même, vous dites toujours, l'essentiel n'est pas de critiquer, mais apporter des solutions à ce gouvernement incompétent. S'il vous plaît, je voudrais dire à votre invité, je le félicite, je l'encourage, mais vraiment, il s'est mis dans un pot de défenseur du RPG Arc-en-Ciel et il a critiqué chaudement l'opposition guinéenne. Et pourtant, c'est pas l'opposition Diallo, merci à vous d'être passé dans cette émission, mon frère. Je crains que vous n'ayez des problèmes parce que tous les matins, Sirajo Diallo est sidéré. Merci de passer dans cette émission. 666 99 99 30 666 99 99 31. Appelez-nous, apportez vos analyses, vos commentaires aux différentes thématiques développées ce matin dans cette émission. La position du bloc libéral par rapport à ce chronogramme décliné par la CENI, cette marche prévue demain du côté de New York par des Guinéens dans la coalition pour la justice et la démocratie. Vous avez écouté également Ibrahima Docta Yatara, notre invité dans ce studio sur ce plateau. Avec lui, nous avons fait le tour de quelques thématiques, notamment le chronogramme pour ces élections communales, le cadre de financement paraphé entre la Guinée et la Chine, mais aussi les causes aujourd'hui des crises éminentes ou les crises récurrentes, je vais dire, dans les zones minières, notamment à Boké. On a un autre auditeur en ligne. Non, avant d'avoir le prochain auditeur, maintenant qu'on s'achemine vers la Tunisie, voilà, on va prendre M. Kobolé Fodi. Monsieur Kobolé, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Merci à votre invité. Élevez la voix un tout petit peu. Merci à votre invité, M. Docteur. Par ailleurs, c'est mon professeur. Ah, ok. Oui, ok. Je voudrais le demander, est-ce qu'il pense que la Guinée pourra organiser les élections communales et communautaires d'ici le 4 février. Le 4 février, c'est ça. Mais il n'est pas quand même membre de la CENI, M. Kobolé. Non, il va répondre. Peut-être il a Je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Vous savez, l'élève a toujours confiance. C'est tout, M. Kobolé. Merci. Donc. Ok, c'est pas final. Hein? Oui. Maintenant, je voudrais dire, qu'est-ce qu'il pense des manifestations là de l'opposition? Est-ce qu'il pense que dans cette manifestation, est-ce qu'il y a une éducation civique au niveau des partisans? Des militants de l'opposition. Tout à fait.
Parce que sinon, les marches sont autorisées, mais parfois on déborde. Sinon, les manifestations sont autorisées dans notre Constitution. Ouais. Qu'est-ce que lui pense de l'éducation au niveau de D'accord. Vous êtes largement compris, monsieur Kobole Fodé. Merci à vous donc d'être passé dans cette émission, le 666 99 30 ou le 666 99 31. Oui, les deux questions. Oui, puisque votre élève croit tellement en vous et demande, est-ce que vous pensez que les élections communales la date du 4 février va être maintenue? Tenable. Bon, si on se met dans la logique des reports, on ne pourra pas on ne peut pas se prononcer clairement pour la tenue le 4 février. Parce qu'il y a des contraintes qui sont venues se greffer à la fixation de la date du 4 février. Mais le souhait, c'est que les élections là se tiennent le 4 février 2018. C'est le souhait. 2018 n'a qu'à être une année électorale. Parce que le législatif, je sais que ça sera aussi en 2018. Keta Abraham de Kalou. Monsieur Keta, bonjour. Bonjour, Nous vous écoutons. Et bonjour à vous invité. D'abord, pour dire que si on a le regret d'avoir un président de la République comme Alpha Condé, on a aussi le regret d'avoir un opposant comme Cyril Alain qui demande à quelques militants d'être prêts pour la mort. Et ce que je demande à votre invité, qu'est-ce qui peut faire la garantie, la différence entre le contrat signé avec la Chine et celle qui était dit auparavant, c'est-à-dire le cas de Rio Tinto. Quand ils ont entendu seulement qu'il y a Ebola, et la teneur de fer est descendue et sont partis. Mais qu'est-ce qui fait la garantie de Chine maintenant là, par rapport à ça? Je vous remercie. Merci Abraham Keita de passer dans cette émission. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Avant la question de Abraham, c'est d'abord la deuxième question de Kobole Fodé sur le sens aujourd'hui, la perception qu'on peut avoir aujourd'hui de l'éducation citoyenne, des manifestations. Oui, effectivement, c'est une préoccupation générale. Parce que chaque fois qu'il y a une marche qui est consacrée par la Constitution, on a dit assez. Il y a tout un, ce qui est regrettable, il y a tout un mort d'homme. Là, il faut une éducation à deux niveaux. Une éducation au niveau de nos services de sécurité et une éducation au niveau de nos militants. On va prendre ces auditeurs rapidement et continuer. Alpha Cabinet, bonjour. Oui, bonjour mes frères, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à monsieur Docteur, un éminent politicien. Ce que j'aime ce monsieur, on peut dire qu'il n'est pas aussi éloquent, mais il a un caractère politique très avancé par rapport à certains Guinéens, parce que toute explication qu'il donne va au fond et on le comprend avec aisance. Vraiment, je politique dans ce sens. Par rapport à ce conflit dans les zones minières, vous savez que c'est quelque chose qui est très récurrent. Ça ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas spécifique à la Guinée. C'est un peu partout à travers le monde. Mais le cas espèce de la Guinée dépasse tout entendement parce que ce caractère violent qu'on accompagne la chose vraiment ne rassure pas les investisseurs à venir s'implanter en Guinée. La revendication à Boké est légitime, mais les cas, les violences, je ne serais conditionné pour cela. Et j'aurais bien que vous expliquiez un peu à la population que quand les sociétés minières donnent des taxes de royalty et autres pour la population de Boké, ça doit être investi. On ne partage pas la population somme par somme, argent par argent. On doit réinvestir cette somme pour les investissements, les infrastructures dans cette localité. Et que la population voit clairement les traces. Hein? Oui, la terre appartient à Boké, mais le sous-sol n'appartient pas à Boké. Les richesses minières de Boké appartiennent à l'ensemble. Je dis comment on appelle ça, l'investissement. Il faut bien que les populations perçoivent cet investissement sur le terrain. Évidemment, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment content et je suis merci à vous d'être passé. Je voudrais poser une question à M. Docteur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Ouais. Avec l'évolution des choses, la date fixée pour les communales,
Et docteur étant un fils de Kalom, est-ce qu'il n'a pas une ambition politique pour être maire dans cette localité? Parce que vraiment, il est représentatif de... Ouais, effectivement, j'ai une ambition soutenue par la base. Ah bon. D'accord, l'autre question. Oui, puisque la dernière est déjà répondue. Oui, la dernière a déjà répondu. On était sur l'éducation citoyenne des militants. Oui. Effectivement, le problème d'éducation des militants se pose chez nous avec beaucoup d'acuité. L'éducation doit se passer à deux niveaux. Au niveau de nos services de sécurité. On va aller à Libreville, la capitale du Gabon. On va prendre cet auditeur, M. So. Monsieur So, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. À Brazzaville. À Brazzaville, ok. Moi, je voulais donner un avis sur l'opposition républicaine. L'autre fois, j'ai écouté qu'ils vont faire un soulèvement populaire pour demander le départ de M. Alpha Condé, le président de la République. Pour moi, ça c'est pour tuer encore les gens de plus. Parce qu'il n'a pas dit qu'il va se présenter en troisième mandat, ni rien que le mandat n'est pas fini, on ne peut pas exiger un départ. Ça c'est pour tuer encore les Guinéens de plus. Parce que le chef de file de l'opposition sait qu'il y a une grande partie que s'il dit qu'ils n'ont qu'à sortir, ils vont sortir. Mais il doit penser à ces populations aussi. Il doit attendre jusqu'à le président dit que bon, je me présente comme troisième mandat là, c'est pas seulement ce parti qui va se lever contre Alpha Condé, tous les Guinéens vont se lever contre lui. Mais s'il exige le départ d'Alpha, son mandat n'est même pas fini. Ça c'est pour tuer les autres, ça ce n'est pas normal. Je dois comprendre. D'accord. Moi ici je suis partisan, mais je ne soutiens pas le départ d'Alpha Condé tant que son mandat n'est pas fini, tant qu'il n'a pas dit qu'il se présente en troisième mandat. Ça c'est pour tuer les Guinéens. Précisément le parti de l'EPG. Merci beaucoup, M. So, d'être intervenu depuis Brazzaville, la capitale du Congo. Merci à vous donc. Vous êtes d'ailleurs le dernier intervenant au compte de l'émission de ce mercredi 27 septembre 2017. Monsieur Yatara, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais aux Guinéens de continuer à avoir le courage, de continuer à aimer leur patrie. Au gouvernement d'être déterminé pour la lutte contre la corruption, l'impunité. C'est des facteurs qui s'opposent au décollage. Malgré, même si on fait 1000 signatures, si on n'a pas une administration performante, si on ne lutte pas contre l'impunité, on ne lutte pas contre la corruption, on n'aura pas de résultats probants. Les Guinéens n'ont qu'à s'éloigner de l'insécurité, de tout le monde dans son comportement individuel n'a qu'à agir pour le renforcement de la paix et de la quiétude sociale pour permettre à notre pays de poser les grands fondements pour l'avenir, pour garantir l'avenir de nos jeunes. Je vous remercie du fait de m'inviter à votre studio pour donner mes points de vue sur l'avenir de notre pays. Merci donc à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara. Merci à Kande Omar Kamara également pour la mise en onde de côté radio. Alassane Diallo, Sekou Touré, Kadia Touré, Moromo Kamara pour la réalisation côté État TV. Nous allons nous reprendre demain, jeudi, au compte toujours de cette émission. Mais ça va être avec un autre invité, un autre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien. De 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Toute la programmation, l'équipe radio, le blog, l'actu nationale et internationale